Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. Au sommaire, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, invite les Nations Unies à appliquer les sanctions contre l'ancien sénateur Youri Latortue. La diplomate dit ne pas comprendre pourquoi ces sanctions ont été suspendues et a demandé que cette suspension soit levée rapidement. Le Premier ministre, Dr Gary Coney, accompagné des membres du gouvernement, a officiellement déposé sa déclaration de patrimoine le vendredi 12 juillet 2024. On titre également de ce vendredi, prolongation par le Conseil de sécurité de l'ONU du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, pour un an supplémentaire. Le Conseil de sécurité a prolongé d'un an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. La résolution 2743, adoptée à l'unanimité, prolonge ce mandat jusqu'au 15 juillet 2025. Cette résolution proposée par l'Équateur et les États-Unis insiste sur l'importance pour les parties haïtiennes de mener un processus politique dirigé par les Haïtiens pour organiser des élections libres et régulières, incluant la participation de divers groupes comme les femmes et les jeunes. Le Conseil appelle aussi à la création urgente d'un conseil électoral provisoire et à l'établissement d'une feuille de route pour ces élections. Le BINU devra élaborer, en collaboration avec le gouvernement haïtien, une stratégie pour soutenir le processus politique et rétablir les institutions démocratiques avec l'aide des pays voisins et des organisations régionales comme la CARICOM. Le gouvernement haïtien, par mon organe, salue l'adoption à l'unanimité de la résolution 2743 qui proroge pour une nouvelle année le mandat du BINU. Il s'agit du renouvellement de l'engagement de la communauté internationale à œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité politique en Haïti. La prorogation du mandat du BINU constitue certes un pas dans la bonne direction. Mais beaucoup reste encore à faire. Et la reconduction du mandat ne saurait à elle seule suffire pour aider le gouvernement à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires que connaît Haïti. Il nous faut converger les synergies et trouver des idées innovantes qui répondent à la complexité de la situation. L'arrivée des premiers contingents de policiers kenyans de la MSS pour appuyer les efforts de la police nationale d'Haïti dans sa lutte contre les gangs lourdement armés, suscite de grands espoirs dans la population haïtienne de voir la fin de leurs souffrances et des violences qu'ils subissent. Toujours concernant la résolution du Conseil, les États-Unis sont fiers de soutenir cette résolution pour Haïti. La représentante américaine aux Nations Unies appelle à une meilleure coordination entre le BINU et la mission multinationale. Parallèlement, Linda Thomas-Greenfield invite les Nations Unies à appliquer les sanctions contre l'ancien sénateur Youri Latortue. La diplomate dit ne pas comprendre pourquoi ces sanctions ont été suspendues et a demandé que cette suspension soit levée rapidement. Selon elle, Youri Latortue contrôle la vie politique et économique de l'Artibonite, notamment par des gangs violents qu'il finance et arme. La communauté internationale doit financer pleinement la mission et travailler avec le BINU et le gouvernement haïtien pour aider Haïti à assurer un avenir plus juste et pacifique, a-t-elle souligné. Autre point, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est sous le contrôle de la police nationale, confirme une équipe de métropole lors d'une visite ce vendredi. Alors qu'une présence policière a été remarquée dans la zone du Palais national, des citoyens effectuaient des travaux de nettoyage. Une circulation piétonne et à moto a été remarquée dans les parages. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes à la rue Oswald-Durand, à quelques mètres de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, autrement dit l'hôpital général. Il faut dire que selon les constats, il y a un travail de nettoyage qui a été fait depuis le début de la semaine. Le constat était palpable. Il y avait des camions qui étaient présents, des engins lourds et quelques citoyens qui ont procédé aux travaux de nettoyage. Et là maintenant, selon les annonces qui ont fait comprendre que l'hôpital général a été repris par des groupes armés, eh
bien, à notre arrivée, aujourd'hui, il faut dire que selon les constats, on n'a pas remarqué de groupe criminel dans l'espace, on n'a pas remarqué non plus la présence des agents de la police nationale, mais des citoyens qui habitent dans la zone confirment qu'il y a une présence policière à l'intérieur de l'hôpital général. Les agents de la police ne sont pas à l'extérieur. Donc, selon les riverains de la zone, il y a, je reprends, une présence policière à l'intérieur de l'hôpital. En ce qui concerne les travaux de nettoyage à l'intérieur de l'hôpital, on n'a pas remarqué, on n'a pas fait ce constat. Est-ce que les services vont reprendre dans quelques jours? Difficile d'argumenter, difficile de préciser exactement dans combien de temps les services seront repris à l'hôpital général. Mais ce qui est certain, c'est que le conseiller président Louis-Gérald Gilles ainsi que le premier ministre Gary Conille, les deux ont à l'unanimité donné la garantie que les services médicaux vont reprendre à l'hôpital général. Pour l'instant, il n'est que d'attendre. Les annonces sont claires et précises. Ce qui est certain à notre arrivée, c'est que on n'a pas entendu de rafale d'armes automatiques, on n'a pas remarqué une présence policière à l'extérieur de l'hôpital, mais à l'intérieur. Il y a des riverains de la zone qui confirment qu'il y a une présence policière qui est là. Et il y a des informations, selon toujours les riverains, qui soulignent que la police nationale a pu récupérer le stade Silvio Cator. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité est essentielle pour permettre aux citoyens du pays de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, a déclaré le Premier ministre Gary Conille lors de l'atelier du Comité interministériel des droits de l'homme. Il a souligné que des droits tels que la santé, un logement décent et l'éducation doivent être accessibles à tous, notamment aux victimes de l'insécurité qui attendent du gouvernement le rétablissement de climat sécuritaire. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de passer de la parole aux actes, affirmant qu'il est inacceptable de voir les mêmes défis liés à la violation des droits humains se répéter chaque année sans résultat concret. De son côté, la chef du BINU a déclaré que la communauté internationale s'engage à soutenir Haïti de la lutte contre les violations des droits des personnes. C'est un reportage de Rodolphe Pierre-Louis. En ce qui concerne les droits fondamentaux de la personne humaine, nous savons quoi faire. Tels sont les propos tenus par le chef du gouvernement. Gary Conille, lors de son discours d'environ 5 minutes, fait une communication intrapersonnelle. On sait quoi faire depuis longtemps. La question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va faire différemment pour que dans un avenir plus proche, on puisse montrer des progrès concrets sur ces différents dossiers. Ce n'est pas possible que chaque année, les mêmes thèmes reviennent sur le tapis sans qu'il y ait de progrès. Le Premier ministre lance un appel à une prise de conscience et réitère l'engagement de son gouvernement. Il est temps que la société haïtienne, que le peuple haïtien, que les communautés haïtiennes voient, constatent, vivent des progrès réels en matière de droit dans leur vie quotidienne. C'est ça l'engagement du gouvernement de transition. Le locataire de la primature, après avoir fait état des documents administratifs que le pays a déjà soumis aux Nations Unies dans le cadre des droits de l'homme, souligne dans son intervention l'importance des droits inaliénables de chaque citoyen haïtien, Gary Conille insistant sur le respect des prérogatives citoyennes. Nous devons également veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, améliorer l'accès aux soins de santé, augmenter le nombre d'établissements de santé et de personnel médical, lutter contre le chômage par la promotion des investissements et augmenter le nombre d'écoles professionnelles, les programmes d'aide sociale dans les quartiers défavorisés. Le chef du gouvernement reconnaît également que des conditions doivent être réunies pour atteindre ces objectifs. Cela inclut la recherche de la paix et de la sécurité, la réduction de la circulation des armes et de la violence et le retour des personnes déplacées dans leur localité pour une vie normale. De son côté, la représentante du BINU a dressé un tableau alarmant des démonstrations violentes qui ont eu lieu ces derniers jours, une situation qui provoque une nette augmentation de la violation des droits de la personne, un sujet qu'Haïti a présenté dans le cadre de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Maria Isabelle Salvador souligne ce qui attire son attention. Il y a d'abord les recommandations concernant les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. Il y a ensuite
celle relative à la lutte contre la corruption. Enfin, il y a la promulgation d'un plan d'action national sur les droits de la personne. La chef du BINU en Haïti, à cette occasion, dit réaffirmer l'engagement de la communauté internationale dans cette lutte. Je tiens à réaffirmer l'engagement ferme et décidé du BINU et des Nations Unies en Haïti à continuer de soutenir Haïti pour qu'il remplisse ses obligations internationales, et cela conformément aux priorités nationales établies par les autorités de transition. Des déclarations qui ont été faites dans le cadre d'un atelier du Comité interministériel des droits de la personne en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le BINU, entre autres. Une fois de plus, le Premier ministre dit attendre à des résultats concrets à travers ces échanges et espère qu'ils seront acheminés au gouvernement dans le but de rappeler à chaque membre qu'il y a un travail à terminer au bénéfice de la population. Autre information concernant le Premier ministre, le docteur accompagné des membres du gouvernement a officiellement déposé sa déclaration de patrimoine le vendredi 12 juillet. Une action qui consiste à prêcher par l'exemple, selon le chef du gouvernement. Dr Kony entend par cet acte donner l'exemple à tous les hauts cadres et fonctionnaires qui gèrent des deniers publics. Il dit s'engager en son nom et au nom du gouvernement de travailler dans la transparence conformément à l'accord du 3 avril 2024. Je veux rassurer tous les compatriotes haïtiens que toutes les dispositions et décisions du gouvernement seront prises en toute transparence, a conclu le Premier ministre Gary Coney. Moi, un gouvernement m'a dirigé pour engagement pour nous travailler dans la transparence. Jean accord 3 avril l'a demandé. Moi, renouveler l'engagement de ça devant tout le peuple haïtien et la communauté internationale là jeudi. Et moi, je veux rassurer les compatriotes que dans le jour qui vient, toute action que le gouvernement prend, la prend dans toute visibilité. Que tout le monde soit clair, ça n'a fait, comment on a fait et pour qui ça n'a fait. Moi, remercier le directeur général du LCCA et le ministre de la Justice là, qui prend toute disposition pour accélérer le processus ça. Et monsieur le directeur général de l'USSC, merci de me communiquer la liste. Toutes les personnalités qui ont l'obligation légale de faire leur dépôt de patrimoine. Ça nous dit, c'est que nous connaissons la loi fait obligation à tout le monde qui a une responsabilité dans l'État, tout le monde qui a un certain niveau dans l'État pour faire déclaration patrimoine. Donc, je dis à demander responsable du LCCA pour la communauté qui est dans le plus bref délai. Tout le monde qui est dans l'administration publique jeudi et qui n'a pas respecté l'engagement ça pour nous capables évidemment faire suivi avec. Son premier pas, mais son pas important qui engage nous et qui démontre la transparence que le gouvernement voulait instaurer dans gens la diriger pays pendant une période courte de transition ça. Pour clore cette page, le conseiller président Fritz Alphonse Jean a rencontré ce vendredi des membres de l'association de l'industrie haïtienne, a dit. Lors de cette réunion, il a discuté du mandat de la loi HOPE, dont l'expiration est prévue pour juin 2025. Selon les membres de l'ADI, le renouvellement de cette loi est essentiel pour éviter la fermeture de nombreuses industries de sous-traitance. Ils ont sollicité le soutien du conseiller pour plaider en faveur de cette cause auprès du gouvernement américain, espérant que le Congrès prolongera la loi HOPE, ce qui serait bénéfique pour le secteur. Les membres de l'ADI ont également annoncé qu'une importante activité du BID se déroulera aux États-Unis le 30 juillet 2024, réunissant plusieurs entrepreneurs américains. Au nom du Conseil présidentiel de transition, le conseiller Fritz Alphonse Jean a assuré aux membres de l'ADI qu'il suivrait de près cette affaire avec les autres membres du CPT, le Premier ministre Gary Coney et le ministre des Finances pour favoriser le renouvellement de la loi HOPE et promouvoir l'événement du BID. Notre invité ce soir est le politologue Jacques Nessy. Avec lui, nous allons faire un tour en France et aussi parler de la situation politique en Haïti. Bonsoir, Monsieur Nessy, c'est un plaisir de vous avoir à Metro News. Bonsoir. Très ravi de répondre à votre invitation et mes salutations aux internautes, aux téléspectateurs de Métropole. Nous allons d'abord en France, Monsieur Nessy, pour parler justement des législatives françaises.
Lors du premier tour, il y a eu une victoire assez étonnante du Rassemblement national. Au deuxième tour, stupéfaction, grande surprise, le Rassemblement national est placé 3e après le nouveau Front populaire et aussi les macronistes. Que s'est-il passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, il y a d'abord une forte mobilisation contre le Rassemblement national, mais cette mobilisation contre le Rassemblement national ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on sait très bien, il y a quelques années. Donc, pour répondre à votre question, certes, il y a eu le Rassemblement national au premier tour qui était en bonne position. Au second tour, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une sorte d'arrangement des appareils, c'est-à-dire là où il y avait un triangulaire, c'est-à-dire où il y avait 3 candidats, c'est-à-dire un candidat du bloc central, c'est-à-dire représentant Emmanuel Macron, un candidat du Front populaire représentant la gauche, un candidat du Rassemblement national. Eh bien, chaque fois qu'on constate que le candidat du Front national risque à toutes les chances d'emporter, eh bien, soit le candidat du Front de gauche se retire, ou le candidat du bloc central se retire. Ce qui va donc faire une sorte de barrage, d'obstruction au vote du Rassemblement national. Donc, le Rassemblement national qui était considéré comme étant gagnant, mais sauf que les instituts de sondage avaient pris certaines précautions en indiquant que le Front national pourrait être gagnant, mais avec une majorité relative. Donc finalement, il est relégué au second tour. Relégué au second tour, maintenant, il faut aller plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire que c'est le premier parti de France avec 10 millions d'électeurs, le Rassemblement national. La première observation. La deuxième observation, c'est que s'il n'y avait pas eu ce barrage, ce vote de barrage, s'il n'y avait pas eu ce désistement, le Rassemblement national serait majoritaire. Donc, sans doute, la troisième observation, sans doute les électeurs français à un moment donné, puisqu'ils sont têtus, ils sont entêtés ces électeurs, ils veulent voir ce que peut répondre le Rassemblement national à leurs attentes. Donc, de mon point de vue, il faut attendre les prochaines élections présidentielles en 2027 pour voir est-ce que ce score fondamental qu'a eu le Front national ne va pas être amplifié, ne va pas se renforcer aux prochaines élections présidentielles. Mais avec cette nouvelle configuration, quel impact peut-elle avoir justement sur la coopération haïtiano-française? Parce que ça nous intéresse aussi de parler d'Haïti. Oui, eh bien, la question haïtienne, elle est complètement trivialisée, elle est complètement banalisée dans le débat politique français. Alors, cela tient, comme vous le savez, à notre histoire avec la France. On dirait qu'il y a une sorte de contentieux sournois qui n'est jamais vidé, compte tenu des conditions qui ont entouré l'indépendance haïtienne, puisque vous ne trouverez aucun manuel d'enseignement français où il est mentionné cet échec de Napoléon en 1803 en Haïti. Il a fallu attendre un livre de Lionel Jospin, un ancien premier ministre français, en 2009 pour mentionner en une courte phrase l'échec de Napoléon en Haïti. C'est dire qu'il y a ce contentieux en Haïti, entre Haïti et la France. Donc on ne parle pas de la question haïtienne, sauf la France insoumise souvent, et où les questions adressées au gouvernement, par exemple au Parlement, à travers, par exemple, les représentants des dom-tom, et qui, évidemment, qui sentent une sorte de rapprochement, de proximité culturelle, géographique avec Haïti, et que des représentants des dom-tom souvent interpellent les premiers ministres ou les ministres des Affaires étrangères sur des questions haïtiennes. Alors, mis à part cela, c'est une question qui est complètement mise de côté, ou sauf les ONG, quelques ONG qui tentent, eh bien, dans les médias, de montrer qu'il est important de s'intéresser à Haïti. Puis, pour terminer, il y a quelques médias, France 24 par exemple, France 24, RFI,
libération, quelquefois, ou le monde accessoirement, qui tente de comprendre ce qui se passe en Haïti. Alors, Monsieur Nessi, vous êtes politologue et comme on l'avait dit au début de cette interview, nous allons parler de la France et notamment de la situation politique en Haïti. Vous suivez la politique en Haïti. Vous aviez également vu les récentes modifications qui ont eu lieu, notamment au niveau pour diriger cette transition. Aujourd'hui, il y a un conseil présidentiel et un nouveau gouvernement. Quel est votre regard par rapport à cette nouvelle formule? Alors, j'ai tendance à considérer qu'il faudrait voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il faudrait sans doute avoir un regard positif dans la mesure où ça fait plus de 3 ans que les Haïtiens tentent de se réunir entre eux pour essayer de trouver une solution. Bon, finalement, ils ont pu trouver une sorte de combinaison, un attelage assez difficile, fragile certes, mais il est issu, cet attelage est issu d'un travail assez laborieux entre les différentes forces politiques et la société civile. Donc ça c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire où on espère plus ou moins que l'intérêt national va donc être la préoccupation de ces acteurs. Mais pour aller plus loin, on voit bien qu'il y a aussi quelques déviances. C'est-à-dire la nomination du Premier ministre, quand on sait qu'il y avait une procédure qui a été annoncée et que tout à coup, cette procédure a été vite mise de côté et que c'est donc Gary Coney qui a été accepté par le Conseil présidentiel. Selon vous, c'est un mauvais choix. Monsieur Nessi, vous avez parlé de déviance. Est-ce que le choix du Premier ministre Gary Coney est un mauvais choix selon vous? Non, quand je parle de déviance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu respect des règles qui étaient posées au départ par le Conseil présidentiel de transition quant à la désignation et au choix du Premier ministre. Il y avait plus d'une centaine de candidatures, et puis tout à coup, il n'y a aucun traitement de cette candidature, et par la force des choses, on apprend que finalement, c'est Gary Coney qui ne vit pas en Haïti, qui est un ancien fonctionnaire des Nations Unies, et que finalement, c'est lui qui a été nommé, désigné par le Conseil présidentiel de transition. Mais on sait très bien aussi que la souveraineté haïtienne est mise entre parenthèses et que Haïti ne peut plus décider elle-même aujourd'hui, puisque c'est Washington qui décide de tout. Il faut le considérer et les autres ambassades suivent. Donc le choix du Premier ministre, c'est un choix de l'international, c'est ce que vous nous dites? Oui, tout semble concourir vers cette hypothèse que c'est donc l'international, puisqu'il ne faut pas l'oublier, depuis plus de 3 ans, c'est donc l'international qui a mis et qui a soutenu de bout de bras le régime, le gouvernement Ariel Henry, et quoique c'est un gouvernement et qui n'a donné aucun résultat, et à côté de cela, une impéritie, une indifférence, une sorte d'absence d'empathie vis-à-vis des souffrances de la population, puisqu'il ne faut pas l'oublier que la population haïtienne vit un enfer qui date pas d'aujourd'hui, depuis plus de 3 ans. Les quartiers de Bel Air, de Martissan sont vidés de leurs habitants. Et le Premier ministre Ariel Henry n'a jamais manifesté la moindre empathie vis-à-vis de ces populations souffrantes. Pour le moment, ce gouvernement n'a pas encore donné des résultats attendus en matière de lutte contre l'insécurité. Et pour le moment, on voit bien qu'il est en train d'expérimenter certaines solutions, et on n'en a aucune pour le moment, d'expérimenter ou d'aller à tâtons, alors que la population attend des résultats probants et des résultats efficaces. Alors, on attend se définir également une nouvelle politique sécuritaire, malgré la nomination du directeur général de la police nationale, malgré la présence des forces kenyanes. Pour le moment, il n'y a aucune inquiétude à observer du côté des gangs qui pensent régner en maître en toute puissance. Il faut donc des résultats concrets, des actions concrètes de la part de ce nouveau gouvernement. Merci infiniment à vous, Monsieur Nessi. Je vous en prie. Voilà, c'est avec nous le politologue Jacques Nessi. Il était l'invité de Métro News ce soir pour parler, premièrement, des législatives françaises
et aussi de la situation politique en Haïti. Fin de cette édition de Métro News. Mais avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, invite les Nations Unies à appliquer les sanctions contre l'ancien sénateur Yuri Latortue. La diplomate dit ne pas comprendre pourquoi ces sanctions ont été suspendues et a demandé que cette suspension soit levée rapidement. Le Premier ministre, Dr Gary Coney, accompagné des membres du gouvernement, a officiellement déposé sa déclaration de patrimoine le vendredi 12 juillet 2024. Et puis prolongation ce vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, pour 1 an supplémentaire. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci infiniment de votre attention. Merci d'avoir été avec nous tout au cours de cette semaine. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi sur Télémétropole. Bonsoir.